Alors, je vais faire le partage d'écran. Vous me dites si vous voyez bien. C'est bon, Gloria. Super. Et ben, c'est parti. Pour ce quatrième et dernier webinaire sur les municipales, donc comme d'habitude, micro coupé, un temps de questions-réponses qui sera dédié à la fin de la session. Je vais essayer de garder plus de temps que d'habitude parce que j'aimerais bien que, on puisse échanger avec les personnes qui sont présentes aussi sur vos histoires de plaidoyer. Et donc, la session est enregistrée. Et si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à réagir, même à prendre la parole pour dire, je ne sais pas, que par exemple, on ne m'entend plus du tout. Et donc, je passe sur les différents webinaires, puisque on est bien sur le dernier. Peut-être juste pour information, ces webinaires, donc on les met à disposition sur YouTube. Donc, pour l'instant, ils sont en accès libre pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager largement autour de vous. Et donc, ce dernier webinaire, il a pour objectif de vous présenter un petit peu les outils de plaidoyer qu'on vous propose dans le kit qu'on vous a partagé pour les municipales, et puis de prendre aussi un petit temps de présentation de quelques plaidoyers inspirants qui se sont passés au niveau local. Et donc, pour commencer, je voulais un petit peu revenir, parce qu'on l'a déjà dit dans les derniers webinaires, mais c'est important de se le dire et de se le redire, les objectifs, en fait, de ce plaidoyer pour les municipales, à commencer par le premier, qui est plus donc un objectif de moyens qu'un objectif de résultat. C'est de vous faire connaître durant cette période pour faciliter le plaidoyer après élection. Parce que vous ayez les moyens ou pas de vous impliquer activement sur cette question des municipales, à la fin, quand on aura une toute nouvelle équipe, c'est à ce moment-là qu'il va falloir être vraiment actif, proactif pour aller rencontrer ces nouveaux élus, sachant qu'on est dans un moment quand même assez important sur la question du plaidoyer local pour le réemploi solidaire, puisqu'on est 5 ans après la loi AGEC, qu'on constate qu'on a de plus en plus de collectivités territoriales qui ont l'envie de développer le réemploi, qu'elles arrivent aussi à certaines échéances, notamment échéances de leurs plans locaux de prévention et gestion des déchets, qu'elles arrivent aussi à échéance de leur gestion des déchetteries, qu'il y a de plus en plus de déchetteries qui doivent être remises aux normes, et que ça, on va le voir d'ailleurs dans les plaidoyers inspirants, mais c'est une très bonne porte d'entrée en fait pour discuter avec vos élus. Et donc, en fait, pouvoir commencer à amorcer un dialogue avec les futures équipes dans un moment où ils sont en campagne, ça vous permettra de pousser la porte beaucoup plus facilement une fois qu'ils se seront installés. Et donc, bien évidemment, aussi un objectif de résultat qui est plutôt d'obtenir un engagement concret de la part des candidats et des candidates, c'est-à-dire que soit que vous réussissiez à faire en sorte qu'il y ait une proposition en lien avec le réemploi dans leur programme, une ou même plusieurs, la grande victoire, et ou qu'il y ait un engagement vis-à-vis de la ressourcerie, un engagement qui puisse être, qui est public, ça c'est clairement mieux, mais c'est pas obligé, ça peut juste être un échange de mails entre vous et le candidat ou la candidate, voire juste un échange oral où la personne s'est engagée, c'est déjà une victoire que vous pourrez lui rappeler une fois qu'elle sera élue. Je vous avais présenté dans le dernier webinaire des outils de plaidoyer qui étaient plutôt donc à destination des habitants et des habitantes. Je vais pas du tout m'éterniser du coup, mais c'était un petit peu pour rappeler ces outils-là, puisque en fait les habitants et les habitantes, vous pouvez avoir simplement un objectif de sensibilisation de ce public-là, avec potentiellement un objectif aussi derrière qu'il fasse attention à ce qu'il y ait le réemploi qui soit pris en compte dans le programme des différents candidats et des différentes candidates. Vous pouvez aussi, en fait, utiliser, entre guillemets, les habitants et les habitantes du territoire pour porter cette campagne pour les municipales, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes interpeller les candidats et les candidates sur la question du réemploi. Et à ce titre, nous, on vous propose un certain nombre d'outils aussi dans le kit,
Notamment, on vous propose donc une tribune type que vous pouvez évidemment modifier en fonction de ce que vous avez envie d'y mettre. Mais donc, une tribune, c'est par exemple un outil qui est assez intéressant. Vous pouvez envoyer à vos adhérents pour signature et que vous pouvez ensuite envoyer aux candidats et aux candidates pour montrer, démontrer à quel point vous êtes aussi soutenu sur votre projet, à quel point vous êtes ancré sur les territoires. C'est vraiment quelque chose de très important en fait pour parler avec des élus. Et donc, information aussi importante, il y a à l'intérieur du kit un communiqué de presse type que vous pouvez utiliser si vous organisez par exemple un événement autour des municipales dans votre sourcerie. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à la presse pour cet événement-là. Vous pouvez aussi simplement faire appel à la presse pour dire que vous portez des propositions pour les municipales et vous avez en ce sens un petit flyer en plus de la plaquette de présentation des 8 propositions, un flyer donc de une page sur lequel vous pouvez y mettre votre logo à côté du logo du Réseau national des ressourceries avec les différentes propositions. Sur les outils, du coup, qui sont plutôt en rapport, enfin, en lien directement avec l'interpellation des candidats et des candidates, le premier, c'est une lettre. Donc, vous avez un modèle de lettre type à l'intérieur du kit. Et je voulais un petit peu revenir avec vous sur les différentes recommandations qu'on fait par rapport à cette lettre. D'abord, la première, c'est évidemment de la personnaliser. La lettre, il faut vraiment que vous rappeliez d'abord qui vous êtes, votre ancrage, le lien avec la collectivité territoriale que vous avez actuellement, quelques éléments chiffrés aussi sur votre action. N'hésitez pas aussi à rappeler où en est la collectivité territoriale sur la question de la prévention des déchets sur le territoire, parce que si c'est un candidat, donc maire sortant, évidemment que normalement il est à peu près au courant de ce qui s'y passe, mais si c'est un candidat qui ne fait pas partie de la majorité actuelle, c'est très intéressant de lui rappeler en fait ce qui a déjà été fait. Et par ailleurs, quand bien même d'ailleurs c'est le maire sortant, c'est quand même pertinent de lui rappeler parce qu'il n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe de manière, on va dire, technique sur les différentes politiques publiques. Donc évidemment, ça nécessite un petit travail d'analyse en amont et vous retrouvez aussi dans le kit les différentes on va dire quelques bonnes pratiques pour retrouver des informations facilement sur là où en est votre collectivité territoriale sur ces politiques publiques de prévention des déchets. Et dernièrement, personnaliser aussi en fonction du candidat et de la candidate et de ses priorités. Ça, si vous partez sur une lettre qui est voilà, sur une lettre individuelle pour chaque candidat, vraiment n'hésitez pas à la personnaliser aussi en fonction de son bord politique et de ce qu'elle a déjà prévu de mettre si vous avez déjà une petite idée du programme. Voilà, ça peut être évidemment pertinent de personnaliser en fonction de ça. Évidemment, cibler les bons interlocuteurs, les bonnes interlocutrices. Bon, là-dessus, je vais pas approfondir, vous avez compris. Choisir le bon moment pour envoyer sa lettre, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est un très bon moment pour pouvoir le faire parce que vous pouvez encore impacter les programmes. La majorité des programmes sortiront vers début février ou mi-février, voire fin février. Donc, vous pouvez encore influencer ces éléments-là et faire en sorte qu'il y ait une proposition sur les réemplois qui soit à l'intérieur. Et quand bien même les programmes sont terminés, c'est encore quelque chose de complètement envisageable pour le candidat ou la candidate de s'engager sur une mesure qui ne serait pas dans son programme. Euh, Dans votre lettre, n'hésitez pas à mettre de manière très visible les propositions que vous portez. D'ailleurs, là-dessus, nous, on vous recommande de ne pas forcément porter toutes les propositions, mais de bien sélectionner les propositions qui vous semblent les plus adéquates en fonction de votre contexte et en fonction de ce que vous avez envie de faire avec la collectivité territoriale. Donc, de nommer en clair les propositions à l'intérieur de cette lettre et de terminer avec une demande de rendez-vous. Ou si vous ne le faites pas, en tout cas de relancer et d'assurer le suivi en fait de cette lettre au candidat. N'hésitez pas d'ailleurs à passer un coup de fil si vous avez un numéro de téléphone pour dire que vous avez envoyé ce courrier pour être sûr qu'il soit bien reçu.
Et dernière recommandation, c'est de s'appuyer sur le collectif, c'est-à-dire si vous avez la possibilité de mener ce plaidoyer à plusieurs, donc plusieurs ressourceries, plusieurs structures du remploi solidaire, voire plusieurs acteurs de la protection de l'environnement sur votre territoire, de signer cette lettre à plusieurs structures, c'est évidemment toujours plus engageant. Et petit bonus d'idée, c'est d'accompagner cette lettre d'une carte de signature des adhérents de la ressourcerie ou de la fameuse tribune dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va voir là en interne pour vous proposer une carte de vœux pour les candidats et les candidates sur lequel, qui soit orienté évidemment vers les municipales et qui pourrait être signé par vos différents usagers et usagères. Deuxième chose, interpeller les candidats et les candidates publiquement. Donc là, évidemment, vous passez encore un step d'engagement. Et donc, comment faire ça? Donc, vous pouvez passer par plusieurs canaux. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux en taguant les candidats et les candidates via les espaces où ils se trouveront pour faire campagne, hein. Ça, c'est assez classique, c'est-à-dire aller sur les marchés, aller dans les réunions publiques où vous pouvez les trouver ou de les interpeller aussi via vos adhérents, vos adhérentes, vos bénévoles, en envoyant massivement le support d'interpellation par mail. Si vous allez vers les espaces publics pour les interpeller, n'hésitez pas à faire ça en concertation avec des associations de protection de l'environnement qui ont plus l'habitude de faire ce genre de choses et qui pourront même potentiellement le porter pour vous. Donc après, avec quel support? Donc vous pouvez évidemment utiliser la lettre dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez utiliser le flyer de proposition que je vous ai montré en introduction, ou bien tout simplement la plaquette avec les 8 propositions. Et vous pouvez aussi utiliser la fameuse tribune pour le réemploi solidaire, qui peut d'ailleurs être signée. Donc moi, je vous ai invité à le faire plutôt avec vos adhérents et vos adhérentes, mais qui peut aussi être une tribune signée par les différents acteurs de votre territoire et qui, du coup, peut aussi se retrouver dans la presse. Organiser des rendez-vous et des visites de sites avec les candidats et les candidates. Là-dessus, nous, on vous recommande de privilégier plutôt une visite par candidat et par candidate, de bien préparer cette rencontre, c'est-à-dire de définir le déroulement de la rencontre, de préparer votre argumentaire et de se renseigner en amont sur les personnes pour bien cibler les arguments et préparer les potentielles questions qui peuvent vous poser. Pendant la visite, de demander et écouter les priorités des candidats, puisqu'on a souvent tendance à rester bien focus sur notre propre discours, mais c'est important de faire attention à ce que le personnage politique que vous avez en face de vous a à dire sur tout ce que vous présentez, et puis potentiellement de noter aussi les différentes synergies qui sont possibles. Ça, si vous avez bien préparé en amont aussi cette Hi, rencontre, normalement, ça devrait être everybody. You can't assez see me or simple. hear me, but hi. Et donc, de rappeler à la fin de la rencontre, d'envoyer un mail de remerciement, de rappeler vos propositions et les potentiels engagements oraux qui auront été pris. Si la personne s'est engagée, n'hésitez pas à la rappeler par mail. Et enfin, organiser un débat autour du réemploi avec les candidats et les candidates. On en a un petit peu parlé dans notre dernier webinaire sur mobiliser les habitants et les habitantes, parce qu'effectivement, organiser un débat, ça a un double objectif. C'est un premier objectif de sensibilisation aussi de votre public, en plus d'avoir un objectif de sensibilisation et d'engagement des candidats et des candidates. Là-dessus, on vous recommande d'organiser l'événement en partenariat avec d'autres organisations, parce que c'est quand même assez lourd à faire et que c'est beaucoup plus facile aussi politiquement de porter ça à plusieurs. De bien préparer vos questions et la modération du débat. D'ailleurs, dans le kit de plaidoyer, vous retrouvez en annexe quelques petites propositions de questions que vous pouvez garder. Et puis, contacter la presse pour faire un tel événement, c'est toujours hyper pertinent. Et on vous conseille aussi de commencer ce débat plutôt par une projection d'un court-métrage ou d'un documentaire qui permet facilement d'initier la discussion. Et là-dessus, je vous mets quelques idées sur lesquelles nous, on a déjà fait des formes de conférences débat et ça marche plutôt bien. On a le documentaire de Arte sur Ikea, le Seigneur des forêts. Donc là, vous avez un angle face déco qui permet de déboucher sur les problématiques qui sont liées au réemploi des meubles et donc derrière de parler plus largement de la question du foncier, des outils de valorisation, etc.
Vous pouvez aussi aller plutôt sur un angle fast fashion, et donc là-dessus, vous avez par exemple le documentaire Sur le front où finissent nos vêtements. Et puis sinon, on vous propose une petite vidéo qui est actuellement disponible sur la chaîne du Réseau national des ressourceries, qui présente un super projet qui s'appelle la Halle du réemploi solidaire, donc qui est à Rieux-la-Pape vers Lyon, et donc qui est un bâtiment intégralement dédié à la question du réemploi et qui a été construit en très très grande partie avec des matériaux de réemploi. Et ça s'est fait avec un chantier d'insertion, donc vraiment, cette vidéo, elle raconte un peu l'histoire de ce chantier. Et du coup, c'est une super vidéo pour parler de vos métiers, pour parler de la question de l'insertion, de ce qu'on peut faire quand on rêve grand et qu'on est suivi aussi par sa collectivité. Voilà un petit peu pour les présentations des outils. Donc, encore une fois, tous ces outils, ils sont détaillés dans le kit de plaidoyer qui vous a été envoyé via les différentes newsletters des dernières semaines. Et donc, je vous propose maintenant qu'on passe à un petit temps de présentation de quelques plaidoyers inspirants. Pour le contexte de ces plaidoyers, vous pouvez retrouver dans la maquette donc des 8 grandes propositions. Pour chaque proposition, on vous fait un exemple inspirant qui illustre en fait la proposition dont on parle. Là, je vais pas revenir sur ces différents exemples inspirants que vous retrouvez dans la maquette parce que ils sont déjà dans la maquette. Je vais vous présenter des plaidoyers que j'ai pu collecter quand on a mené en 2023 une grande enquête sur la question des partenariats entre les ressourceries et les collectivités territoriales. Donc ces différents plaidoyers sont issus voilà, de témoignages de certaines ressourceries que je ne nommerai pas parce que je n'ai pas eu le temps en préparant ce webinaire de leur demander si elles étaient d'accord ou pas. Je ne les citerai pas, mais je vous donnerai un petit peu le contexte dans lequel elles se trouvent, notamment si on est sur un territoire urbain ou rural, parce que je sais que ça impacte évidemment profondément la manière dont on peut faire du plaidoyer à un niveau local. L'idée aussi, c'est de vous partager donc évidemment le résultat de ce plaidoyer, mais aussi quelques éléments de méthode qui ont été utilisés par ces différentes ressourceries pour en arriver là où ils en sont arrivés. Évidemment, un autre élément qui est quand même très important à rappeler ici, c'est que concernant le plaidoyer local particulièrement, il n'y a pas véritablement une méthode de plaidoyer qui serait un espèce de recette magique qui marcherait pour tout le monde. Il n'y a pas une situation qui peut être reprise à l'identique d'un territoire à un autre. C'est extrêmement différent. Donc là, l'idée, c'est plutôt de vous inspirer de choses qui existent déjà, potentiellement d'ouvrir aussi le champ des possibles dans ce qu'on peut imaginer en termes de partenariat entre une ressourcerie et une collectivité territoriale. Euh, voilà un petit peu pour les éléments de contexte. Et donc, je ne vais pas vous faire des retours d'expérience sur chacune des propositions qui sont faites pour les municipales, mais j'ai quand même repris les propositions sur lesquelles, en tout cas, qui nous semblent être très, très importantes aussi pour vous, à commencer par évidemment la question du foncier. Et là-dessus, deux exemples, donc j'ai choisi deux exemples sur lesquels on a deux situations un peu différentes, mais surtout une manière de faire qui est différente. Dans le premier cas, on est sur une ressourcerie qui est plutôt en territoire rural et qui a réussi à créer un partenariat avec sa collectivité territoriale tellement fort qu'ils ont un bail amphithéotique sur 40 ans pour 630 € par mois. Alors, j'ai plus le mètre carré de la structure, mais on est sur un bâtiment quand même assez grand. Donc, plutôt un loyer assez symbolique avec une subvention de fonctionnement pluriannuelle qui a servi à réaliser des travaux dans ce fameux bâtiment. Euh, Ici, ce qui est intéressant, et pour en arriver à ce résultat, peut-être juste un mot sur le bail amphithéotique. Le bail amphithéotique, c'est un type de baux qui permet d'avoir euh, un temps extrêmement long d'usage. C'est-à-dire que le bail amphithéotique, ça peut aller jusqu'à 99 ans.
Donc, c'est vraiment un type de bail qui est hyper pertinent pour les activités de ressourcerie et qu'on vous conseille plus, plus, plus. Donc voilà, sur le résultat du partenariat et donc comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est que la ressourcerie, elle va se créer aussi parce que la collectivité territoriale, enfin les collectivités territoriales du territoire vont être assez engagées dans la volonté de créer un espace de réemploi sur le territoire. Et cet engagement de la part des collectivités territoriales va donner lieu à la création d'un COPIL dans lequel il y a les collectivités et la ressourcerie qui se réunit plusieurs fois par an et dans lequel la collectivité territoriale va pouvoir vraiment avoir un échange régulier avec la ressourcerie et bien comprendre toutes les problématiques qui s'y passent. Il me semble aussi que dans cette ressourcerie, on a des personnes issues donc, de la politique locale qui sont dans le conseil d'administration. Et ce qui va aussi évidemment impacter la manière dont les collectivités territoriales vont prendre à cœur le projet et vont aussi très bien le comprendre. Parce que ce qui se passe ici, c'est surtout qu'on a une véritable compréhension de la part de la collectivité territoriale de la question de la problématique du foncier. Et donc, ce qu'il faut retenir dans cet exemple-là, c'est que on a un lien extrêmement fort avec la collectivité qui va se passer dès le départ du projet, qui va se faire toujours dans la continuité. Dans le deuxième exemple que j'ai pris, on est aussi sur une ressourcerie qui est en territoire rural et dans laquelle on va avoir la collectivité territoriale qui va mettre à disposition du foncier pour la ressourcerie au bout de quelques années. Mais au début, quand elle met à disposition du foncier pour la ressourcerie, elle lui fait pas forcément de fleurs sur la question du loyer. Et c'est en menant un plaidoyer sur la question de l'emploi que va véritablement réussir à se négocier un prix beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant pour la ressourcerie sur ce foncier. Là-dessus, on est sur un territoire donc, qui est carrément passé en territoire zéro chômeur longue durée parce que c'est un territoire où il y a un haut taux de chômage. Et donc, la ressourcerie a mené un plaidoyer très fort vis-à-vis de la collectivité territoriale et s'est vraiment construit une relation de partenariat très forte sur cette question-là de l'emploi. Et donc, cette question-là de l'emploi a permis de négocier très fortement le prix du loyer. On passe maintenant plutôt à la question de la subvention de fonctionnement, parce que ça, c'est toujours un grand mot, et que j'ai très souvent entendu en rencontrant des adhérents, le fait qu'aujourd'hui, avoir une subvention de fonctionnement pluriannuelle non dégressive, c'était quelque chose de presque impossible. Et ben, en faisant cette enquête sur la question des partenariats entre les ressourceries et les collectivités territoriales, il y a quand même un certain nombre de très bons exemples qui sont ressortis. Et donc, notamment dans ces deux exemples, on a donc le premier qui se passe sur un territoire, là pour le coup, urbain, plutôt urbain dense, dans lequel on a donc une subvention de fonctionnement pluriannuelle non dégressive. Je ne sais plus de combien elle est, mais un truc comme 30 000 euros, je crois. Ce qui était quand même beaucoup vis-à-vis du budget de la ressourcerie à cette époque-là. Et la question, c'est bah, comment est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là dans leur relation avec la collectivité territoriale? Il y a plusieurs choses qui vont impacter les bonnes relations et notamment dans la création de la ressourcerie. D'abord, il y a l'importance du réseau régional qui est extrêmement impliqué dans la création des différentes ressourceries sur son territoire et qui va porter aussi le projet auprès des collectivités territoriales du territoire avec la ressourcerie et qui va vraiment la soutenir dans cette démarche et qui va en fait lui permettre aussi une espèce de légitimité. Il y a aussi le fait que la ressourcerie est dans un quartier prioritaire de la ville. Et donc, elle a su aussi s'insérer dans ces espaces institutionnels qui lui permettent une certaine forme de reconnaissance en tant qu'association d'intérêt général sur le territoire. Il y a le fait que la ressourcerie, en démarrant, a fait
été sur une forme donc, de ressourcerie ambulante dans le quartier, ce qui lui a notamment permis d'avoir un très fort engouement aussi des habitants et des habitants du territoire et donc d'être soutenu par les habitants du quartier. Ça va notamment donner lieu à une victoire au budget participatif de la ville. Et donc, tous ces éléments-là vont faire qu'il va y avoir de très bonnes relations avec les collectivités de leur territoire. Elles vont notamment participer au conseil de quartier. Et ça, elles le font vraiment dans une volonté donc, de garder le lien en tant qu'association présente sur le territoire et évidemment un lien aussi très resserré avec les techniciens, avec les élus. Ça, je ne l'ai pas assez dit d'ailleurs dans les deux autres exemples, mais à chaque fois, de toute façon, ça c'est une constante dans tous les bons exemples, c'est qu'il y a des relations qui sont entretenues avec les techniciens et avec les élus, toujours faire attention aux deux niveaux. Parce que si vous avez des bonnes relations avec les techniciens, mais pas avec les élus, vous n'aurez pas le soutien politique nécessaire pour faire votre projet et donc ça risque de ne pas du tout aboutir. Mais si vous vous entendez que avec les élus et pas avec les techniciens, ils ont quand même des capacités importantes de vous nuire. Donc, c'est très, très important de pouvoir entretenir le lien avec ces deux entités-là. Dans le deuxième exemple, on a aussi une subvention de fonctionnement pluriannuelle et non dégressive. Là, je vous ai carrément mis le montant pour 60 000 euros sur un budget de 270 000 euros à l'époque. Ici, on est aussi sur un projet de ressourcerie qui a abouti grâce au soutien dès le départ de la collectivité territoriale, dans lequel, de la même manière, il va y avoir la mise en place d'un copil et donc des relations de co-construction qui sont omniprésentes dans le fonctionnement de la ressourcerie. Et il me semble même que dans cette situation-là, on a la collectivité territoriale qui est membre en tant que telle du conseil d'administration de la ressourcerie. Et donc là-dessus, cette subvention, elle a vraiment été prise en compte par rapport à et ça c'est vraiment un élément très important, la collectivité territoriale a bien compris que la ressourcerie n'était pas en capacité de s'autofinancer à 100%, et donc que ça servait à rien de faire une subvention dégressive parce que la vente n'allait pas atteindre 100% d'autofinancement pour la structure. Et deux, un élément aussi assez important dans cette situation-là et que je vous invite donc vraiment à consulter sur vos territoires, c'est qu'on était sur un territoire où le budget de la collectivité territoriale sur le service public de gestion des déchets était excédentaire. Il y avait une TEOM, donc la TEOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui sert à financer le service public de déchets. Elle était excédentaire. Donc en gros, ils avaient trop d'argent. Ils avaient trop d'argent, ils avaient beaucoup d'argent. Et donc, ça n'a pas été très difficile pour eux de se dire, bon, bah, du coup, cet argent excédentaire, on va le flécher vers la ressourcerie. Cette situation de théum excédentaire, elle n'est pas rare, en fait, chez les collectivités territoriales. Et c'est quelque chose que vous pouvez aller regarder dans le budget de votre collectivité territoriale. Vous allez voir la partie annexe dédiée à la question de la gestion et la prévention des déchets. Ça vous permettra d'avoir un regard sur là où en est la collectivité, sur le financement du service public de gestion des déchets. Si vous vous rappelez pas de tout ce que je suis en train de dire, c'est des éléments qui sont aussi dans le kit de plaidoyer, où on vous explique comment retrouver toutes ces informations qui sont hyper importantes pour votre plaidoyer local. On continue ces bons exemples avec la question de la déchetterie parce que une majorité des partenariats entre les collectivités territoriales et les ressourceries commencent par un partenariat en déchetterie. C'est une porte d'entrée qui a toujours existé depuis que les ressourceries existent et qui se développe de plus en plus, notamment depuis la loi AGEC et l'obligation de zones de réemploi en déchetterie. Dans ces deux exemples-là, je vous ai pris un exemple en territoire rural dans lequel on a une ressourcerie qui est implantée depuis un certain nombre d'années, qui n'a pas de partenariat avec sa collectivité territoriale jusque-là, et qui va tenter cette première expérience avec la création d'une zone de réemploi en déchetterie. Donc, elle fait cette demande-là. La collectivité territoriale est plutôt partante. Mais ce qui se passe, c'est que la collectivité lui propose de faire ce partenariat sous forme de marché public. Et en plus, un marché public dans lequel la ressourcerie aurait été beaucoup moins bien payée que ce qu'elle aurait dû. Cette ressourcerie-là, elle, dès le départ, à ce moment-là, se dit, je n'ai pas envie d'avoir un partenariat avec ma ressourcerie sous forme de marché public.
Je ne vais pas développer le pourquoi du comment, si c'est un sujet qui vous intéresse, de comprendre en fait quel est l'impact du choix de contractualisation sous forme de marché public en lieu et place de la subvention. On a fait toute une fiche autour de ce sujet qui est disponible sur le wiki sur en fait l'impact, enfin la marchandisation qu'apporte le fait de signer un marché public pour une association. Donc, cette ressourcerie refuse ce système-là et on est sur, du coup, un peu un conflit qui va se créer entre la collectivité et l'association. Ce qui va se passer, c'est que l'association va entamer un plaidoyer en plusieurs étapes. D'abord, elle va dire, bon, on va expérimenter déjà si la zone de réemploi, elle fonctionne. Donc, au début, ils vont accepter d'être sous forme de prestation de service qui va se faire au trimestre pour être sûr qu'on ne s'engage pas sur un temps long sous forme de prestation de service. Elle va ensuite réunir toutes les autres associations du territoire, voir si quelqu'un d'autre veut s'occuper ou pas de cette zone de réemploi, pour en arriver au point final que, effectivement, c'est la seule association qui peut s'occuper de ce sujet-là sur le territoire, et ce, avec le soutien de toutes les autres associations du territoire. Et ensuite, la ressourcerie va faire, à chaque fois que je dis la ressourcerie, évidemment, ce sont des personnes derrière, hein, mais la ressourcerie va faire un très gros travail auprès de la collectivité territoriale, à la fois auprès des techniciens et auprès des élus, pour leur expliquer justement ce que peut en fait engendrer le fait de se transformer en marché public et comment rester sous forme de subvention pour ce partenariat et d'avoir juste une convention de partenariat avec une bonification sur les différents éléments on va dire financiers qu'engendre la création d'une zone de réemploi en déchetterie. Et à force d'un travail qui va durer environ 2 ans, la ressourcerie finit par avoir un partenariat en déchetterie subventionné avec sa collectivité territoriale. Sur le deuxième exemple, on est là plutôt sur un territoire urbain et dans lequel on va avoir un projet de zone de réemploi en déchetterie qui va s'intégrer dans celui d'un renouvellement de déchetterie. Donc, nouveau projet de déchetterie pour le territoire. Et là, la collectivité territoriale va faire appel à un consortium de structures. Et donc là, ça me permet aussi de placer les petits mots pour mes prochains retours d'expérience. Un consortium de structures du réemploi solidaire qui s'était déjà créé sur son territoire, notamment pour répondre à un marché public sur la collecte de réemploi en déchetterie. Donc, on a là-dedans des structures ressourceries, des Emmaüs, des Envie, des ateliers vélo. Et ce consortium voit effectivement d'un très bon œil le renouvellement de cette déchetterie et va mener un plaidoyer très fort auprès de la collectivité territoriale pour pouvoir déjà imaginer une déchetterie nouvelle génération dans laquelle on est vraiment sur euh, un- l'obligation de passer par l'espace de réemploi avant de pouvoir accéder au reste de l'espace de la déchetterie. Donc vraiment une déchetterie complètement inversée dans ses modalités de fonctionnement. Mais en plus de ça, le collectif a réussi à créer et à faire en sorte que que la collectivité territoriale crée un bâtiment tout neuf accolé à la déchetterie qui soit mis à disposition de ces structures avec une subvention de fonctionnement pour tous les frais annexes que nécessite l'existence de ce bâtiment sur l'espace de la déchetterie. Et ça, c'est véritablement un combat qui a été qui est réussi et qui est réussi parce que il y a la force du collectif de plusieurs structures qui ont su travailler ensemble pour convaincre la collectivité territoriale du bien fondé d'avoir ces espaces-là, déjà, de les avoir, et d'utiliser des modes de contractualisation qui sont pertinents vis-à-vis de la situation de ces structures. Et ça me permet du coup d'aller vers les dernières présentations de retour d'expérience avec 3 éléments. Et là, je vais aller assez vite parce que je voudrais qu'on garde un petit temps pour échanger et que vous puissiez aussi échanger sur vos bonnes expériences de plaidoyer. Euh, la première, c'est la lutte contre un marché public sur la sensibilisation. Donc là, je vous ai fait un bon topo sur la question de la contractualisation sous forme de subvention plutôt que de marché public.
Ici, on est sur une expérience de plaidoyer dans laquelle on avait jusque-là une collectivité territoriale qui finançait les ressourceries de son territoire sous forme de subventions pour la sensibilisation. Donc déjà, on était sur une très bonne pratique de la part de la collectivité. Mais du jour au lendemain, la collectivité décide, et là c'est plutôt venant des techniciens, de transformer cette subvention qui était octroyée aux différentes ressourceries du territoire en marché public parce que c'était plus simple, c'était plus logique par rapport à ce qu'ils géraient d'autre part parce qu'on est sur le service public de gestion des déchets. Ici, il y a un plaidoyer très fort qui a été mené par plusieurs structures du réemploi solidaire en même temps, avec le réseau régional qui était en lead aussi sur ce plaidoyer. Ils sont montés au créneau, ils sont allés jusqu'aux élus. Là, l'importance aussi de savoir quand il faut dépasser le technicien et vraiment aller parler aux politiques. Ils sont allés parler aux politiques pour convaincre du fait que passer en marché public en lieu et place de la subvention, ce n'était absolument pas une bonne idée, une bonne pratique. Et l'un des éléments qui a permis la réussite donc, de cette lutte, c'est notamment que toutes les ressourceries du territoire se sont mis d'accord pour dire on ne répondra pas à ce marché public. On ne répondra pas tant qu'il ne sera pas retransformé en subvention. Et effectivement, ça a marché. L'achat en commun d'un méga lieu pour le réemploi solidaire, bon, bah là, je me suis permise de les citer directement parce que c'est des projets qui sont très, très inspirants. Vous avez le projet ICOS à Bordeaux et le projet de la Venelle à Montreuil, qui sont donc deux projets dans lesquels on a un consortium d'acteurs du réemploi solidaire qui vont se mettre ensemble pour convaincre les collectivités territoriales du bien fondé d'avoir un méga bâtiment pour qu'il soit complètement dédié à l'existence du réemploi solidaire. Et vous avez donc notamment sur le territoire de la Venelle la capacité même de tous ces acteurs que vous voyez donc là sur le petit document en orange, d'arriver à acheter un bâtiment grâce à la fois donc à la force de ce collectif et à avoir réussi à convaincre les collectivités territoriales, notamment les convaincre de se porter garante auprès de la Banque des territoires auquel ils ont fait un prêt pour pouvoir acheter le bâtiment. Et puis, le dernier exemple, c'était la mise en place d'une collecte innovante et coopérative avec l'agglomération. Donc là, ça se passe sur le territoire de Nancy, sur lequel donc, on va avoir des ressourceries et un gros envie qui vont fonctionner ensemble pour créer effectivement donc, enfin, une modalité assez innovante de collecte dans le sens où c'est une collecte donc en déchetterie qui va se faire par les plus grosses structures de la coalition, mais qui va permettre aussi aux plus petites structures, aux plus petites ressourceries d'avoir leur place à l'intérieur. C'est-à-dire que dans la collecte qui est faite dans cette déchetterie, il y a une part qui va aller vers les petites ressourceries. Donc les grosses ressourceries sont donc euh, enfin, vont trier donc, les différents objets qui sont sur place et vont renvoyer tout ce qu'elles pensent pas forcément nécessaire pour elles, mais utile pour certains projets de ressourcerie. Donc, par exemple, un projet de ressourcerie spécialisé sur la question du meuble ou spécialisé sur la question du jouet, auquel vont être envoyés tous les jouets ou tous les meubles un peu intéressants qui sont collectés dans cet espace-là. Et donc, cette mise en place de collecte innovante, elle a été, encore une fois, rendue possible parce que les différents acteurs ont pris le temps de se rencontrer, ont pris le temps de s'apprivoiser, de bien comprendre les modèles économiques des uns et des autres. Et donc, à partir de là, sont venus avec une proposition très concrète qu'ils ont fait à la métropole du Grand Nancy et qui a accepté de mettre en place ce fonctionnement de collecte dans la grande déchetterie du territoire. Et donc, pour terminer, je voulais rappeler donc, que tous les éléments que je viens de citer sont pour la plupart dans le guide sur les partenariats avec les collectivités territoriales que vous pouvez retrouver sur le wiki. Et donc, pour ce faire, d'ailleurs, je vais tout de suite euh, sortir de ce partage d'écran et vous montrer comment ça marche. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ici? Ouais.
Donc, quand vous êtes sur le wiki du réseau, vous allez sur modèle économique, vous avez partenariat avec les collectivités territoriales, et là, vous avez la page dédiée à ce sujet-là. Donc là, vous avez la synthèse du guide qui est disponible ici, que vous pouvez télécharger, et puis vous avez le guide complet, donc que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Le guide, il fonctionne par fiche, donc vous avez 12, 12 fiches, donc 10 fiches sujets, une fiche cœur dans laquelle vous avez une proposition d'idéal type de partenariat avec les collectivités territoriales et plein de retours de la part des différentes ressourceries qui ont répondu à l'enquête à l'époque. Et puis, vous avez en plus une fiche bonus sur la question de la subvention vs droit européen de la concurrence, comment éviter tout risque. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que vous avez sur cette page un guide sur la question des partenariats en déchetterie qui a été fait par le réseau régional PACA et qui est vraiment excellent. Et puis, vous avez des exemples de conventions que vous pouvez retrouver ici. Donc là, on a à chaque fois pour subvention de fonctionnement, déchetterie, valorisation locale, sensibilisation. On a pris le temps de collecter des modèles de conventions qui nous paraissaient vraiment hyper pertinents et que vous pouvez reprendre pour un nouveau partenariat avec votre collectivité territoriale. Voilà, je m'arrête là sur le partage d'écran et il nous reste 15 minutes si vous avez des questions, mais aussi si vous avez envie de partager un bon exemple que vous avez sur votre territoire. Ce qui est intéressant, c'est de partager à la fois le résultat, mais aussi les quelques éléments de contexte qui ont permis d'en arriver à ce partenariat-là. Alors, on a une question, peut-on avoir le montant de la subvention pour la déchetterie? Dans le premier exemple que je vous ai montré en territoire rural? Bonjour, alors là, c'est moi qui ai posé la question par rapport au cercle. Pour donner le contexte, donc on fait partie des ressourceries du territoire de Paris-Ouest La Défense, dont les 60 000 euros. Je ne sais pas si c'est de ce territoire-là que tu as extrait l'exemple. Donc une convention pour un certain nombre de choses, dont la gestion de la ressourcerie. Et donc la déchetterie, il y a une nouvelle déchetterie qui a ouvert avec un espace de réemploi tout neuf. Donc qui nous a évidemment été proposé comme pouvant être exploité par la ressourcerie. Mais en fait, au début, on a dit oui, mais on a fini par dire non parce qu'en fait, c'était une charge supplémentaire par rapport aux 60 000 euros qui aussi est, excusez-moi, hop, par rapport aux 60 000 euros qui déjà représentent un nombre d'activités importantes sur 12 communes, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en acceptant ça, on acceptait une charge supplémentaire qui nous apportait finalement du travail en plus, quoi, en fait, et pas de moyens vraiment supplémentaires pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est pour ça que je posais la question sur le montant pour pouvoir éventuellement renégocier avec eux, parce que j'ai cru comprendre que du coup, ils allaient faire un appel à projet pour spécifique avec la déchetterie. Ouais, alors sur le montant, en fait, je pense que c'est pas tant le montant qui est important que le montant rapporté au budget de la structure et puis Mhm. surtout à l'activité en fait faite par Oui, qui va bien être faite sûr. par la structure. Et donc Bah, par contre oui, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir les conventions qui sont mises à disposition sur le wiki sur la partie déchetterie. Parce ok, que on a mis des conventions dans lesquelles on a des subventions qui sont adossées en fait à la convention de partenariat. Donc à la fois dans la convention de partenariat, il y a l'explication de comment est-ce qu'on fonctionne en fait, comment est-ce que fonctionne la zone de réemploi, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, quelles sont les plages horaires, etc. Mais il y a aussi toute une partie sur concrètement
cette activité-là, elle nécessite de l'argent pour la structure, et donc il y a une subvention de fonctionnement adossée à ça. Et qu'est-ce qu'elle comprend, cette subvention de fonctionnement? Et donc ça comprend, par exemple, le nombre de camions en fait qui vont faire des allers-retours, un ETP ou un demi-ETP qui va être présent en fait sur la zone de réemploi pour faire la sensibilisation et pour être là pour aussi récolter les différents objets qui vont arriver. Ça peut aussi être une subvention aux différentes tonnes évitées pour le service de déchets. Et donc là-dessus, voilà, on a mis plusieurs types de conventions qui répondent en fait à ces enjeux-là. Ok, d'accord. Bah, écoute, je vais regarder ça attentivement. Je te remercie. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de partage d'expérience? Oui, vas-y, Antoine. Bonjour à tous. Moi, je peux effectivement partager mon expérience. Donc, moi, je suis salarié du réseau des ressourceries d'Ariège qui a été constitué en 2022, expressément dans l'idée de faire du plaidoyer en fait pour une bonne partie. Alors, il y avait aussi une partie sur la mutualisation entre structures, mais on avait quand même un gros axe plaidoyer. Qu'on a pas mal développé pendant 2 ans tant que j'étais en emploi aidé. Ensuite, il y a eu moins d'aide, donc c'était un peu plus compliqué. Il a fallu trouver d'autres sources de financement et donc je me suis reporté aussi sur d'autres activités que le plaidoyer, qui n'est pas directement rentable, on va dire. Voilà, comme activité. Donc nous, on s'appuie sur un groupe qu'on a constitué finalement au fil du temps, avec une première expérience en 2023 d'assises de la réduction des déchets. On a organisé, on a essayé d'embarquer plusieurs partenaires potentiels autour de nous, donc des collectivités, des associations, etc. Au début un peu frileux, et puis finalement, au fur et à mesure que l'année s'écoulait, des différents rendez-vous qu'on a fait, on a eu un peu plus de répondants. Donc maintenant, on a un petit groupe qui fonctionne. Alors le bémol avec ce groupe, c'est qu'il est quand même constitué, même s'il y a 4 communautés de communes ou 5 sur 8 au total sur l'Ariège, ce sont des techniciens. Les élus, alors il y en a, mais c'est pas les élus principaux en fait. Hein, c'est pas ceux qui vont avoir un grand pouvoir de décision qui sont là. Alors ça permet quand même d'avoir des relais d'influence, on va dire, au sein des collectivités, mais c'est pas non plus les grands chefs à plumes qu'on a. Quoi. Voilà. Ceci dit, du coup, on a notamment avec une communauté de communes une bonne relation avec la directrice qui fait que on a deux ressourceries qui sont quand même financées chaque année sur de la subvention, voilà, en échange plus ou moins de la gestion des caissons sur déchetterie. Voilà. Donc c'est pas vraiment formalisé comme ça, mais voilà, c'est un peu le principe. Voilà. Et puis on a quelque chose, j'espère, qui va nous donner un peu de grain à moudre, c'est que cette collectivité, elle a répondu à un appel à projet de l'ADEME. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, cet appel à projet, mais en tout cas, dedans, ils ont mis des lignes budgétaires qui sont clairement fléchées à terme sur à la fois les ressourceries du territoire pour des actions de sensibilisation et aussi pour le réseau des ressourceries d'Ariège, donc pour une structure qui dépasse finalement leur champ de compétences, puisqu'eux, ils sont juste une communauté de communes et que nous, on est sur toute l'Ariège. Voilà. Et notamment, ils essaient de développer quelque chose autour du réemploi du bâtiment. Donc, on est en réflexion là-dessus. Avec, voilà, nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est pouvoir être en charge d'une étude préliminaire qui serait financée par ces fonds ADEME région sur la mise en place d'une ressourcerie du bâtiment. Voilà. Qu'on pourrait faire nous, piloter nous, avec un cabinet, mais dont nous, on aurait un peu
la charge, quoi. Voilà. Ensuite, sur les autres collectivités, c'est un peu plus difficile. Alors, il faut savoir qu'en Ariège, on a quand même un petit souci de finances globalement. On n'a pas des collectivités très très riches. On a un syndicat de déchets qui est quand même particulièrement déficitaire. Alors, quand tu parlais, Gloria, là, des collectivités qui avaient un peu du gras, on va dire, financier et qui pouvaient se permettre de financer, voilà. Chez nous, c'est pas vraiment le cas, donc c'est un peu compliqué. Voilà, mais on continue d'avancer donc avec ces groupes-là. Dernièrement aussi, pour finir un autre type de témoignage sur les élections municipales, donc jeudi soir dernier, je suis allé à une réunion publique effectivement d'une candidate pour la mairie de Foix, donc qui est le principal, qui est le chef-lieu du département, qui se représente, donc qui est sortante, voilà, et où j'ai pu, bon, c'était une réunion de travail, hein, donc ils nous ont fait un peu réfléchir, etc. Mais j'ai au moins pu faire valoir un peu les points de vue des ressourceries, et puis discuter en fin de réunion et faire passer les éléments de langage et le flyer, justement, où j'avais mis le logo, etc. Voilà, où j'ai changé une ressourcerie, un territoire, et non pas commune, parce que chez nous, ça n'a pas trop de sens, vu le nombre de communes très très petites. Voilà. Mais voilà, bon, j'essaye d'avancer comme ça. C'est quand même du travail de longue haleine. Voilà. J'ai dit. Merci beaucoup, Antoine, pour ce témoignage. Georges, tu veux prendre la suite? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, je laisserai à Clémence peut-être le soin de préciser les orientations de Renaître pour la Nouvelle-Aquitaine sur toutes ces questions. Moi, j'ai une problématique, c'est que notre modèle économique pour bazar, etc., est totalement fondé sur, enfin, largement fondé sur une réponse à un marché public. Et donc ne correspond pas aux objectifs décrits dans l'intervention et dans le plaidoyer mis en œuvre par le réseau national. Et c'est vrai que moi, ça me pose question d'être en déshérence par rapport à cette démarche. Mais surtout, la question que j'ai, Gloria, c'est comment pouvons-nous argumenter le passage depuis plusieurs années d'une situation de marché public à une situation de subvention. Juste, entre autres, pour un point, c'est qu'à chaque fois que j'ai évoqué ça avec des élus, on m'a dit « Ah ben, si tu as envie d'avoir moins, passe aux subventions. » Il y a deux éléments dedans. Il y a effectivement un élément politique où les élus ont plus de facilité à mettre de l'argent sur le marché public. Et ça, on en a déjà parlé parce qu'en fait, ils se disent que si c'est sous forme de subvention, alors en fait, tu es mis en concurrence avec les autres associations du territoire. Et donc, comme elles ont moins, tu devrais avoir moins aussi. Ce qui n'a pas forcément de lien, en fait. Enfin, c'est vraiment un argument politique qui n'est fondé sur pas grand-chose. Et il y a une question pour le coup juridique. Et ça, pour le coup, qui est un peu problématique, c'est qu'effectivement, une fois que on a transformé un partenariat qui aurait pu être sous forme de subvention en marché public, revenir en arrière, juridiquement, ça voudrait dire que, parce que si on est sur une forme de marché public, c'est qu'on a considéré que c'était un besoin identifié par la collectivité territoriale et qui fait appel à un prestataire de service pour pour son problème. Alors que la subvention, c'est une initiative citoyenne qui vient du bas et qui s'insère dans une politique publique plus globale. Donc en fait, si on veut passer d'un marché public à une subvention, ça veut dire qu'on considère que ce n'est plus un besoin de la collectivité territoriale. Et ça, c'est extrêmement difficile en fait on va dire, à prouver juridiquement, d'autant plus que les collectivités territoriales usent très fortement de stratégies de protection plus sur les questions juridiques. On a des juristes qui vraiment ne prennent aucun risque. Donc c'est sûr que c'est vraiment une opération qui est extrêmement complexe. Après, dans ton cas, vous avez un partenariat avec la ressourcerie et peut-être que tu peux en dire deux mots aussi qui, en fait, au-delà de la forme contractuelle, est hyper vertueux.
Et donc, je pense que sur ce cas spécifique, c'est pas extrêmement grave que vous soyez pas en subvention. Néanmoins, c'est important de rappeler aux autres structures qui vont en fait regarder comment ça s'est passé chez vous, de dire en fait, pour moi, euh, toute la manière dont c'est passé, dont s'est développé ce partenariat avec la collectivité territoriale, vous avez mené un plaidoyer extraordinaire pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ce qu'il y a à l'intérieur du marché public, c'est hyper pertinent, mais on n'a pas besoin de prendre cette forme en fait. On peut complètement, et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais du chiffre de 60 000 euros de subvention tout à l'heure, c'est parce qu'on peut avoir une subvention de 60 000 euros, de 100 000 euros de la part d'une seule collectivité territoriale. C'est possible, notamment parce que sur le budget du service public de gestion des déchets, ça se compte en millions d'euros. C'est un budget qui est énorme, c'est toujours le premier budget de la collectivité territoriale. Et là-dessus, ils sont censés mettre de l'argent pour la prévention. Et mettre de l'argent pour la prévention, c'est financer les associations qui font ce travail-là de prévention. Et c'est pour ça que je dis aussi que ça n'a pas forcément de sens de comparer la subvention qu'on peut donner à une association quand en fait on ne parle même pas des mêmes politiques publiques. Si on était sur la même politique publique, évidemment qu'on peut du coup se poser la question de pourquoi elle et pas l'autre. Mais ça sert à rien de comparer une association de la petite enfance et une ressourcerie. On a atteint l'heure de 14 heures. Et donc, est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot? Ou est-ce qu'on conclut gentiment? Ouais, vas-y Antoine. Oui, c'était, je voulais reparler un peu des partenariats avec les différents acteurs locaux. Nous, on a un petit bémol, c'est qu'il y a un partenaire enfin, un partenaire, nous on considérerait comme un partenaire, mais qui lui nous considère comme un concurrent, qu'on n'arrive pas trop à mettre dans la boucle, c'est Emmaüs. Voilà. Où, là, c'est compliqué parce que moi j'ai essayé de les intégrer dans ce groupe qu'on a appelé Réemploi Économie Circulaire Ariège, où il y a quand même pas mal de monde. Et où, il m'a clairement, ce qui m'a été répondu, c'est bon, ben, en ressourcerie, il y en a 4 en Ariège, ça suffit, il ne faut pas qu'il y en ait une de plus. Quoi. Voilà. C'était un peu,